C'est une véritable course contre la montre. Plus d'un tiers de la somme est acquise. Cela prouve une chose, nous pouvons y arriver. Ensemble, c'est possible. Chaque don nous rapproche de la ligne d'arrivée. Et TVL est à la croisée des chemins. Ou bien nous plions sous le poids de l'injustice, ou bien nous tenons bon et montrons que rien n'éteint une volonté populaire, dissidente, déterminée. Nous refusons de céder, nous refusons de disparaître. L'heure est donc à l'action. Un don maintenant, c'est un souffle d'oxygène. C'est un signal de soutien amical. TVL est votre chaîne. Protégez-la. Faites un don, défendez votre liberté. Chaque euro compte, chaque minute aussi. Merci pour votre énergie, votre solidarité et votre confiance en nos combats communs. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Trump veut en finir avec la guerre des 12 jours et imposer son propre narratif pour le président américain. Pas de doute, la mission a été accomplie, bravo aux pilotes des bombardiers, oubliez les fake news des médias. Mais il y a bien eu une guerre et nous devons en tirer les leçons, des leçons d'abord militaires. Et pour cela, nous accueillons aujourd'hui Olivier Dujardin, chercheur au CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Olivier Dujardin, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup pour votre présence ici. Alors vous êtes chercheur au CF2R, vous avez travaillé avec Éric Dénessé qui est décédé il y a 3 semaines. C'était un homme d'un grand courage intellectuel, rappelons-le aujourd'hui une fois encore. Olivier Dujardin, quant à vous, vous avez 20 ans d'expérience dans la guerre électronique et le traitement des signaux radars. Vous avez assuré des fonctions opérationnelles dans l'armée et vos analyses sont d'une grande utilité. Vous avez co-dirigé l'ouvrage « La guerre russo-ukrainienne, réalité et enseignement d'un conflit de haute intensité » et vous vous apprêtez à en publier un autre à l'automne, « Drone et lutte anti-drone » aux éditions Ellipse et nous l'attendons. Alors, première question, encore une fois, nous revenons à la situation Iran-Israël. Première question, Olivier Dujardin. Les belligérants, selon de nombreuses sources, ont voulu faire taire les armes, sans doute grâce à Trump, mais ont-ils atteint en 12 jours leurs limites selon vous ? Alors la question est un peu délicate dans le sens, c'est une guerre des stocks. Il faut savoir que ni l'Iran ni Israël ne sont en mesure de s'auto-approvisionner à long terme sur un conflit d'une telle intensité. C'est-à-dire les chaînes de production ne peuvent pas fournir, que ce soit pour les missiles balistiques côté iranien, les bombes, ou les missiles d'interception de défense solaire et anti-missiles côté israélien. L'industrie ne peut pas suivre le rythme de consommation. Donc là, c'est une guerre des stocks. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont arrivés au bout des stocks ? Les différentes estimations côté iranien estimaient les Iraniens avaient potentiellement entre 400 et 2000 missiles balistiques en mesure de frapper Israël. En 12 jours, il y en a à peu près 500 qui ont été tirés. Les Israéliens annoncent qu'ils ont détruit un tiers du stock. Combien il en reste aux Iraniens ? En réalité, on n'en sait pas grand-chose. Il en reste sans doute. Est-ce qu'ils pouvaient tenir beaucoup plus longtemps ? On ne sait pas. C'est à peu près la même question côté israélien. Et en 12 jours, leur défense anti-aérienne et anti-missile était mise à très rude épreuve. Je me permets de vous interrompre. Là, on ne parle pas de capacité de missiles balistiques, mais de capacité de défense, d'interception donc. Absolument. Oui, les capacités d'interception contre ces missiles ont été mises à très rude épreuve, au point que la presse s'est fait écho que sans doute les réserves de missiles Arrow 2 et Arrow 3 spécialisés dans l'interception à très haute altitude, voire en exo-atmosphérique, étaient épuisées. Bon, ce sont des missiles dont la production annuelle, c'est quelques dizaines d'unités. C'est pas, parce que c'est des missiles qui sont très onéreux, très difficiles à produire, etc. Ce sont les missiles qui permettent d'intercepter au plus tôt les missiles balistiques iraniens, si j'ai bien compris. En fait, l'idée, oui, c'est d'intercepter vraiment au plus haut et au plus tôt, de telle sorte que les ogives soient ou désintégrées ou vraiment fortement déviées de leur trajectoire. Plus vous interceptez tard, il est des fois très difficile de détruire l'ogive en elle-même, parce que l'ogive en soi, c'est quelque chose qui est très massif et très dur et très costaud. En général, c'est de l'acier avec de l'explosif à l'intérieur. Et elles sont très résistantes et des fois, elles résistent aux missiles antiaériens. Donc en fait, si c'est intercepté trop tard, au final, peut-être que l'enveloppe est touchée,
Peut-être que la cible est touchée, mais c'est pas pour autant que l'ogive soit déviée ou détruite. Donc elle peut quand même toucher, faire des dégâts au sol. On a été frappé évidemment par des images des frappes iraniennes en Israël. Le parapluie, l'Iron Dome, comme on dit, le dôme de fer, a-t-il montré ses limites? Alors déjà, l'Iron Dome, c'est vraiment ce qu'on appelle dôme de fer, c'est vraiment la couche la plus basse, hein. Donc en fait, c'est une couche, il y a les Arrow, les David Sling et dôme de fer. Donc c'est 3 couches. Alors oui, de toute façon, tout système de défense arrive à ses limites au bout d'un moment. De toute façon, ça c'est inné. On peut pas dimensionner un système de défense qui soit totalement étanche, c'est impossible. Aujourd'hui, il a plutôt bien fonctionné, on va dire, dans les premiers jours du conflit. Entre 80-85% des missiles balistiques iraniens ont été interceptés et quasiment 100% des drones et missiles, on va dire, des missiles de croisière ont été interceptés. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Mais ça, au bout d'un moment, forcément... L'expert que vous êtes considère que le taux de 80% est une réussite, donc. Ah, c'est une réussite. Dépasser les 4... On va dire peut-être il y a une sorte de plafond théorique autour peut-être de 90. Mais là, on arrive à quelques pourcents. Mais après, chaque pourcent supplémentaire coûte un prix qui est démesuré, puisqu'il va falloir... tous les missiles ne fonctionnent pas bien, il y a des dysfonctionnements, c'est normal. On ne peut pas faire un système qui soit 100% fiable et tout ça, c'est pas possible. Donc après, si vous voulez intercepter vraiment 100%, c'est-à-dire que si vous avez très peu de cibles qui arrivent, effectivement, peut-être que vous allez pouvoir vous permettre de tirer 2, 3, 4, 5 missiles intercepteurs pour neutraliser une cible. Mais quand vous en avez beaucoup plus, vous ne pouvez plus vous permettre ça. Donc forcément, il y a toujours une portion qui passe. Donc là, c'est une sorte on va dire, de maximum théorique qui est difficilement dépassable. Et c'est aussi une guerre économique. Vous parlez de 3, 4, 5 missiles intercepteurs, ça coûte quand même... En fait, c'est tout le problème. C'est que ce sont des missiles qui coûtent cher et outre le prix, ils sont longs à produire. Bon, à côté de ça, il faut aussi penser qu'avec la mobilisation en Israël, il y a à peu près, d'après ce que j'ai lu dans la presse, 20% de la masse des travailleurs qui n'est plus disponible car touchée par la mobilisation. Donc ça veut dire une capacité de production moindre. Donc c'est un impact économique. Donc c'est vraiment dans ce sens-là où, dans mon esprit, cette guerre ne pouvait pas durer indéfiniment parce qu'il y avait un problème de stock des deux côtés. Une guerre qui ne pouvait pas durer indéfiniment et qui a commencé par une opération surprise d'Israël dans la nuit du 12 au 13 juin. C'est l'opération Rising Lion, paraît-il. Mais au sein de cette opération, il y en avait une autre, l'opération Narnia. Alors je vous propose, Olivier Dujardin, un résumé de celle-ci, selon une enquête du Wall Street Journal se basant sur 18 témoignages au sein des commandements israéliens et américains. Une opération préparée des années durant par Israël, selon le Wall Street Journal. Dans la nuit du 12 au 13 juin, l'État hébreu a assassiné quasi simultanément et à leur domicile 9 scientifiques et plusieurs généraux iraniens, dont celui des gardiens de la Révolution, Mohamed Bagheri, et celui du commandement d'urgence, Hossein Salami. Pour cela, les pilotes israéliens devaient apprendre à voler en formation serrée et à tirer leurs missiles dans un intervalle de moins de 20 secondes. Et depuis 2008, les forces aériennes israéliennes ont intégré dans leur entraînement des vols de longue durée pour survoler les 1600 km séparant l'État hébreu de l'Iran. La guerre tous azimuts après le 7 octobre permettra à Netanyahou de lancer son attaque, notamment le changement de régime en Syrie, les anciens djihadistes ennemis de l'Iran ayant permis le survol de leur espace aérien. Les premiers échanges de frappes entre l'Iran et Israël, en avril et octobre 2024, auront ensuite permis à Tsahal d'éliminer certains systèmes de défense iraniens. C'est ensuite en novembre 2024, lors d'une réunion de 120 responsables de la sécurité, que le commandement israélien a dressé une liste de 250 cibles, scientifiques, officiers supérieurs, sites nucléaires et militaires. Le Mossad a ensuite passé des mois à faire entrer clandestinement en Iran des drones et des munitions. La décision d'attaquer a été prise finalement par Netanyahou le 9 juin, alors que le mariage de son fils Avner était prévu le 16 de ce mois et que sa famille ignorait tout de la guerre. Publiquement, Trump se disait encore favorable à la voie diplomatique. La clé de la tromperie, selon une source israélienne du Wall Street Journal, résidait dans l'idée ancrée dans l'esprit des Iraniens qu'Israël ne frapperait pas sans l'autorisation et la participation des États-Unis. Donc Israël a multiplié les coups de force ici face à l'Iran, et ça l'a après ceux contre le Hezbollah au Liban à l'automne 2024. La force de l'État hébreu, semble-t-il, ce sont ses renseignements
Est-ce la clé de tout, selon vous, Olivier Dujardin? C'est peut-être pas la clé, c'est pas la clé de tout, mais c'est essentiel. La force d'Israël, c'est qu'elle a des ennemis qui sont relativement proches de ses frontières et qui sont en nombre limité. Donc elle concentre tous ses moyens sur ses ennemis. Et donc l'Iran, depuis longtemps, ils ont infiltré en Iran des agents depuis des dizaines d'années. Donc et à tous les niveaux, que ce soit même au niveau des pasdaran, des gouvernements, des états-majors, ils ont des agents à peu près partout. Et ça, c'est la grande force de l'État d'Israël. Ce qui leur permet de faire des actions en amont, de décapitation et d'assassinat ciblé, etc., très bien exécutées, ce qui leur permet de préparer une campagne aérienne presque originale, dans le sens où ils peuvent se permettre de faire des actions en profondeur, avec des infiltrations, etc. C'est quelque chose qui est quand même difficilement reproductible dans un autre contexte, parce qu'on n'a jamais on a rarement des années pour se préparer, et autant et une infiltration aussi profonde dans le dispositif ennemi. Donc ça, c'est compliqué à reproduire. Donc en plusieurs dizaines d'années, ce qui était, semble-t-il, donc Oui. la force de l'État hébreu. Concernant encore Rising Lion, la presse a fait état de la maîtrise du ciel par Israël, ayant notamment permis d'éliminer, encore une fois selon plusieurs médias, dès le premier jour les systèmes de défense anti-aérien, des S-300 russes, avant des frappes de drones Hermès et de missiles guidés Spike opérés par des commandos sur le territoire iranien, donc pour garantir encore une fois cette supériorité aérienne. Les défenses iraniennes étaient-elles si faibles? Doit-on croire à ce point ces descriptions assez admiratives des médias principaux? Non, les défenses antiaériennes iraniennes n'étaient pas faibles. D'ailleurs, s'ils avaient été si faibles, ils ne se seraient pas donné autant de moyens pour les détruire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, elles ne sont pas faibles, mais pour autant, elles sont, par rapport à ce qu'on peut voir dans le conflit russo-ukrainien, elles ne sont pas du tout du même niveau de densité. On n'est pas du tout dans le même niveau, c'est pas aussi dense, aussi robuste. Pour autant, c'est pas pour autant qu'elle n'existait pas. Est-ce que ça veut dire que tout a été détruit? Non, tout n'a pas été détruit. D'ailleurs, les Israéliens ont perdu encore récemment même au dernier jour de la guerre, des drones de reconnaissance qui ont été abattus par la défense solaire. Mais simplement, les commandos israéliens ont fait en sorte d'éliminer sur les axes de pénétration des avions la défense solaire qui s'y trouvait. Donc en fait, ils ont préparé à l'avance, ils se sont dit, là, vraiment, on élimine. Ça ne veut pas dire que tout est détruit, mais ça veut dire que c'est quand même largement affaibli. À ça, c'est rajouté des opérations, a priori, des cyberattaques sur le système de commandement de défense anti-aérien iranien, ce qui a fait que ça a complètement désorganisé la défense anti-aérienne, où les radars ne pouvaient plus communiquer aux défenses anti-aériennes leur détection. Donc là, vous rendez un peu le système un peu aveugle. Donc c'est très bien mené, très bien réalisé. Pourtant, est-ce qu'ils ont tout détruit? Non, c'est même très difficile, voire quasi impossible de tout détruire. Vous percevez des failles ou c'est juste un problème de capacité générale? Des failles... il y avait les failles côté iranien, oui, il y en avait, mais c'est plus dans la porosité de leur chaîne de commandement aux agents israéliens qu'autre chose. Après, quel est le niveau? Après, il y a un autre niveau à prendre en compte, et ça je l'ignore, c'est quel est le niveau d'entraînement réel des opérateurs de défense antiaérienne iraniens. C'est toujours la même question. On peut avoir un très bon système, si les gens sont peu ou mal formés, mal entraînés, on ne peut pas avoir des résultats extraordinaires. On rajoute à ça une désorganisation générale, forcément votre système, il y a la défense théorique et ce qu'il est capable de réaliser sur le terrain, et ce n'est pas forcément le fait du matériel en lui-même, c'est toute l'organisation qui se montre du coup défaillante. Limitée. Vous avez écrit un papier, Olivier Dujardin, sur la riposte iranienne. Donc dans la nuit du 13 au 14 juin, l'armée iranienne riposte et tire 400 vecteurs, missiles balistiques et de croisière et drones d'attaque, je vous cite. Vous dites dans un premier temps qu'Israël a réussi à contrer les frappes avant que les défenses ne s'érodent, les défenses de l'État hébreu. Que s'est-il passé, en fait, Olivier Dujardin? Je pense que c'est juste un problème de stock. C'est-à-dire, sur les premières heures, effectivement, les Israéliens s'attendaient forcément à une riposte. Donc, ils étaient prêts. Et là, côté israélien, on n'a pas de doute que les opérateurs ils sont parfaitement entraînés et au niveau. Donc, effectivement, sur les premières heures, ils arrivent à encaisser les coups. Et clairement, la défense anti-aérienne et anti-missile israélienne est bien dimensionnée par rapport aux attaques massives que peuvent faire l'Iran. C'est-à-dire que sur un coup, l'Iran tire au maximum de ses possibilités, parce que c'est pas le tout d'avoir X milliers de missiles en stock, c'est combien je suis capable d'en tirer en même temps. Et donc, visiblement, l'Iran, et ça c'était vrai en 2024 sur les quelques frappes qu'il y avait eu en 2024, visiblement, l'Iran, c'est autour d'une 50aine de missiles balistiques qui sont capables de tirer simultanément contre Israël. Et Israël est capable d'encaisser ça. Le problème, c'est qu'ils peuvent encaisser ça un jour, 2 jours, 3 jours.
Et puis après, les munitions viennent à manquer. Et c'est donc un choix délibéré de la submersion de la part de l'Iran. Je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas d'autre choix parce que alternative que la submersion. ils n'ont pas d'aviation pour faire des frappes comme ils n'ont pas une aviation au niveau de l'aviation israélienne pour pouvoir se permettre de parcourir 1500 km pour aller sur le territoire israélien. C'est leur seul mode de riposte, c'était des frappes de missiles balistiques. Ou de drones, etc. Mais les drones, c'est plus compliqué, ou de missiles de croisière, parce qu'ils ont une grande distance à parcourir, c'est long, ils sont abattus par les pays alliés. Donc, ils sont plus lents. Ils sont plus lents, donc ils survolent l'Arabie Saoudite qui va en abattre une partie, la Jordanie qui va en abattre une partie, etc. Donc forcément, après, il n'y a que le reliquat qui va arriver sur Israël. Donc leur seule capacité de riposte, en réalité, elle repose sur les missiles balistiques. Donc, elle n'était pas suffisante en masse pour saturer les premiers jours la défense, mais ils ont quand même suffisamment de stock pour, au bout de quelques jours, arriver à dépasser. Peut-on dire que la supériorité technologique de l'État hébreu n'est pas si affirmée que cela ? Ça dépend de quoi on parle, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la supériorité technologique n'a jamais été une garantie de victoire. C'est un atout, mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. Si vous avez un truc qui est super performant, mais vous avez en 2 exemplaires, ça va pas vous aider. Donc il y a quand même une notion de masse derrière et de coût. Parce que si votre truc il est tellement bien, mais que vous pouvez vous en payer que 2, on arrive au même problème. Donc il y a toujours ce ratio, c'est l'avantage technologique, oui, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces avantages technologiques ? Est-ce qu'on le veut écrasant, mais on ne peut pas se le payer, ou est-ce qu'il est suffisamment, on va dire, accessible pour qu'on puisse avoir de la masse ? Mais juste une supériorité technologique sur un certain niveau de masse, ça n'apporte pas grand-chose. Vous avez écrit, je vous cite, « À l'ère des missiles semi-balistiques, des drones low-cost, des intercepteurs à plusieurs millions de dollars, la guerre ne se gagnera pas nécessairement par celui qui frappe le plus fort, mais peut-être par celui qui tient le plus longtemps. » C'est votre résumé de la situation. Là, en l'occurrence, les uns semblent avoir été, corrigez-moi si je me trompe, mais surpris par les capacités de l'autre. Et tout a été joué par l'intervention de Donald Trump. Alors, je ne sais pas s'ils ont été surpris. Je pense que dans le calcul israélien, ils misaient sur l'implication des États-Unis à un moment ou à un autre pour soutenir. Parce que eux, en gros, leur réserve stratégique, côté israélien, c'est les États-Unis. Ils se disaient, si moi j'arrive, si ça part, si je commence à trop m'épuiser, les Américains viendront forcément m'aider et m'appuyer pour combler ça. En fait, je pense qu'il y a un pari politique de Netanyahou derrière ça, de se dire, je déclenche cette guerre et les Américains vont forcément venir m'aider pour me soutenir. Donc finalement, c'est arrivé. Donc nous en venons aux frappes américaines. Trump a parlé d'un exploit, qu'il a oblitéré les capacités nucléaires iraniennes. Donc il a souligné évidemment que les 7 bombardiers B-2 ont volé pendant 37 heures pour larguer leur fameuse bombe GBU-57, dont nous avons entendu parler pendant des jours et des jours dans la presse. Donc sur les sites de Fordo, Natanz et Ispao. Et puis il a donc jugé que Midnight Hammer, l'opération Midnight Hammer, était un succès absolument total. Toujours évidemment grandiloquent. La presse a fait fuiter quelques rapports pour le moins sceptiques. Où vous situez-vous, Olivier Dujardin, entre Donald Trump et la presse sceptique ? Je vais vous dire déjà, là, en l'occurrence, de savoir quelle est l'efficacité de ces frappes, là, ça relève de l'art divinatoire, parce que on ne sait pas ce qu'il y a fait en dessous. Ces frappes ont été effectuées sur la base d'estimation des plans des installations souterraines, l'estimation de la profondeur, l'estimation de la nature de la roche, et à partir de ça, on a estimé à quelle profondeur les bombes devaient exploser pour avoir un effet. Ça fait beaucoup d'estimations. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les informations que nous pouvaient disposer les Israéliens et les Américains étaient fiables. Mais, certains parlent d'agents infiltrés au sein de la centrale de Fordo. Mais... c'est possible. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aussi les images satellites ont montré que 3 jours avant les frappes, les Iraniens ont largement vidé les sites. Donc, est-ce que les infrastructures souterraines ont été détruites ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Est-ce que dedans, il y avait encore des choses qui ont été détruites, importantes ? On ne le sait pas. Est-ce que tout a été déménagé avant et déplacé ailleurs ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc aujourd'hui, tout repose sur les déclarations des uns et des autres. Donc là, aujourd'hui, on va attendre de voir. De là de dire que ça a complètement décapité le programme nucléaire iranien, j'ai quand même des doutes. Parce que il y a quand même une certaine résilience les Iraniens se sont préparés à ce type d'attaque depuis des décennies.
Et donc, ils ont travaillé une certaine résilience quand même à s'assurer. Donc, Bon, voilà. des doutes subsistent Oui, largement. largement. Et, Ouais. et en termes militaires, donc, puisque vous êtes évidemment un expert dans l'armement et militaire, est-ce que la frappe en elle-même était suffisante pour mettre un terme au conflit? Je pense que non. Je pense qu'il y a une dimension politique qui nous a échappé. C'est-à-dire que je pense que derrière cette frappe et cette implication américaine, derrière l'américain, enfin, c'est mon avis, hein, ça repose sur rien de concret. Il est possible que les États-Unis disent écoute, on va frapper, on va larguer des GBU, mais bon, ça s'arrête là. Et sinon, on ne te soutient pas. Et ce qui bloquait, parce que Netanyahou ne pouvait pas continuer sa guerre sans un appui franc et massif des Américains, ne serait-ce qu'au niveau des munitions et des pièces détachées pour l'entretien des avions. Et est-ce que ça aurait pu durer 2, 3, 4, 10 jours de plus? On était sur une échelle de semaines, Peut-être de mois, quelques jours à quelques semaines de plus. mais pas davantage. Mais je pense pas que ça aurait pas pu durer des mois. Et je suis navré de jouer un peu le rôle d'arbitre, mais peut-on dire que qu'un belligérant a gagné ce conflit? Militairement parlant, encore une fois. Alors là, militairement parlant, oui, c'est quand même ça. C'est quand même une victoire israélienne malgré tout, parce que les dégâts qu'a infligé l'armée israélienne aux infrastructures iraniennes sont plus importantes que l'inverse. Pour autant, ça n'a déstabilisé le pouvoir iranien, ni à mon avis, ni fondamentalement cassé le programme nucléaire, ni le programme balistique iranien. Donc à la limite, c'est quelques semaines, quelques mois de retard. Mais ça n'a pas stoppé le truc sur 10 ans. Quoi. Donc tout dépend en fait de l'objectif final recherché. Si l'objectif israélien était le changement de régime, dans ce cas, la victoire est Je limitée. dirais que c'est une victoire tactique, mais en aucun cas une victoire stratégique. Une victoire tactique, mais pas une victoire stratégique. Alors, Trump, lui, encore une fois, pense que l'entrée en guerre américaine a provoqué la paix. Peut-on dire que l'Iran, d'une certaine manière, a rendu les armes au vu de la puissance américaine? C'est pas qu'ils ont rendu les armes, mais il faut admettre qu'ils étaient un peu limités dans leurs actions. Hein. À partir du moment où vous avez la force de frappe américaine qui rentre en jeu, comme vous êtes un pays comme l'Iran, c'est vite compliqué quand même, hein, surtout avec les Israéliens. Donc en réalité, les Iraniens pouvaient pas faire grand-chose contre les Américains, et d'ailleurs se sont bien gardés de faire des représailles massives contre les Américains, où ils les ont prévenus sur quelle base, les bases avaient été évacuées, etc. Donc on était sur de la réponse qui était purement symbolique. Donc là, pour moi, on est vraiment sur de la communication des deux côtés. Je pense que Américains et Iraniens communiquaient et ont fait chacun de la com pour s'attribuer chacun la victoire, une certaine victoire. Le régime iranien sauvait la face. Donald Trump obtenait une victoire apparente à moindre frais. Tout le monde sera à peu près content. Tout le monde peut revendiquer la victoire, ça peut s'arrêter là. Quelles leçons pouvons-nous retenir, nous Français, face à un tel conflit, d'une telle ampleur, d'une telle rapidité, de 12 jours? Y a-t-il des enseignements que l'armée française devrait retenir de ces frappes échangées? Déjà, la chose la plus évidente, c'est que la posture défensive est toujours très coûteuse. Et donc, il faut énormément de systèmes, énormément de munitions. Mais ça, bon, les états-majors en ont parfaitement conscience, c'est pas la question. La question qu'on peut se poser, qui est une réflexion plus profonde, qui à mon avis, c'est de dire les Israéliens, et les Américains aussi ont développé des systèmes antimissiles très haut de gamme, voilà, pour faire de l'interception, donc le THAAD, les systèmes Arrow ou même les missiles SM-3 sur les navires américains, pour faire de l'interception au-delà de l'atmosphère de missiles balistiques. C'est extrêmement coûteux. Et la question que je me pose, c'est dans quelle mesure, qu'est-ce qui va plus dissuader un adversaire? C'est le fait d'avoir une défense très solide ou le fait d'avoir une capacité de riposte conventionnelle la plus dissuasive. Et là, c'est vraiment une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de développer des systèmes? Je n'ai pas la réponse à la question, je ne prétends pas avoir la réponse, mais je pense que c'est une piste. En fait, c'est une réflexion que j'ouvre. Je veux dire, dans quelle mesure est-ce que c'est intéressant d'aller développer des systèmes extrêmement sophistiqués pour intercepter des missiles, où finalement, ils vont dire, les capacités à ces missiles pour échapper à ces défenses, c'est pas forcément extrêmement compliqué à mettre en place. Et je veux dire, est-ce qu'en parallèle, plutôt que de s'acheter ce genre de missiles intercepteurs, il ne faudrait pas avoir des missiles balistiques équivalents sol-sol pour dire, ok, vous nous frappez, mais nous, on a une capacité de riposte équivalente.
C'est peut-être une question à se poser, parce qu'aujourd'hui, le système israélien, mais aussi le système THAAD américain, il est parfait pour intercepter des missiles balistiques qui sont monotêtes. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule charge militaire, qui ne sont pas MIRV, donc avec plusieurs qui ne se dispersent pas. Qu'est-ce qui va se passer le jour où ils ont une tête qui sont en fait manœuvrantes? Donc en fait, aujourd'hui, les têtes ne sont pas forcément manœuvrantes, c'est-à-dire le système a montré vite ses limites dès qu'ils ont été face à des systèmes avec des charges militaires qui manœuvraient, donc qui cassaient en fait les calculs de trajectoire, ce qui oblige à tirer énormément de missiles pour avoir espéré les intercepter. Qu'est-ce qui va se passer quand les têtes, en fait, ce seront plusieurs têtes manœuvrantes qui elles-mêmes largueront des leurs? Ce qui n'est pas extrêmement compliqué à faire à partir du moment où vous avez la maîtrise le plus compliqué, c'est de faire des charges militaires manœuvrantes. À partir du moment où vous savez le faire, vous en mettez plusieurs, vous rajoutez des leurs. Mais là, le coût de l'interception, il va être exponentiel. Et jusqu'à quelle mesure on peut faire? Ou alors, il se dit qu'il faut intercepter le missile vraiment à son lancement, mais vous êtes très loin. Donc, comment vous faites pour être très rapidement au niveau d'interception? Enfin, ça pose des problèmes physiques qui sont très difficiles à résoudre. Et budgétaires, comme vous le dites. Et budgétaires, parce qu'il y a tout un tas de problèmes derrière, parce qu'il y a la problématique de la détection, donc il faut détecter très tôt. Mais je suis très loin. Et quand je fais un truc qui va très vite, pour aller faire 1000 km ou 2000 ou 5000 km pour aller le détruire alors qu'il est encore en phase de montée, c'est des problèmes qui sont aujourd'hui physiquement dans l'état de la science quasi insolubles. Des problèmes pour l'heure quasi insolubles, mais une piste ouverte. Olivier Dujardin, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes chercheur au CF2R, que vous êtes sur le point de publier l'essai Drone et lutte anti-drone aux éditions Ellipse en octobre prochain. Merci beaucoup de votre présence ici. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter, de le partager et d'ajouter évidemment le petit pouce bleu. Merci à tous et bonne soirée.